voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie. Alors moi, je donne cours plutôt, ma spécialité, c'est l'analyse des discours, et des discours tout à fait spécifiques, puisque j'étudie des discours extrémistes, des discours complotistes et des discours populistes. Bref, que des discours sympathiques. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, je vais plutôt vous parler d'un terme qu'on entend très régulièrement, et on l'entend tellement qu'à un moment, on ne sait plus trop à quoi il renvoie, on ne le comprend plus très bien, et on a l'impression que finalement c'est un mot un peu fourre-tout, un mot valide, et on va essayer de le reconstruire ensemble. Donc si ça vous convient, je vous propose de travailler en deux temps. Dans un premier temps, on va essayer de déconstruire ce mot, parce que finalement la démocratie c'est quoi? C'est un mot, c'est un simple mot. On va essayer de le déconstruire, de le mettre à plat, et alors dans un deuxième temps, on essaiera de le reconstruire, de voir quelles sont les pistes de construction de ce mot et qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport au débat politique, surtout en période électorale. Est-ce que ça vous convient? Super. Alors, ça retenez-le pour les élections. Première technique de manipulation, le sentiment de liberté. Parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à vous proposer, mais vous l'avez accepté. Donc, ça retenez bien. On vous pose souvent des questions comme ça, en fait, qui n'attendent pas spécialement de réponse. Alors, la démocratie. La démocratie, on pourrait prendre finalement plus de temps tous ensemble et échanger. Je pourrais vous poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est selon vous la démocratie? Comment est-ce que vous définissez ce mot? Et on se rend compte qu'il y a plusieurs définitions, en fait, de ce qu'est ou ce que pourrait être la démocratie. Certains vont me dire, François, c'est très facile. Moi, j'ai fait latin-grec quand j'étais aux études. La démocratie, c'est quoi? Démos, kratos, le pouvoir au peuple. Certains vont me dire, mais François, pas du tout. En fait, moi, je viens de droit, je suis un juriste, et en fait, mon héros, c'est Schumpeter, et en fait, la démocratie, c'est quoi? C'est la séparation des pouvoirs et l'état de droit. Législatif, exécutif, judiciaire. Et puis quelqu'un d'autre va me dire, peut-être Michael, mais François, mais pas du tout, tu n'as rien compris. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est le respect des droits humains, c'est des valeurs fondamentales qui vont unir la société, liberté, égalité entre les individus. Donc il y a plusieurs définitions comme ça de la démocratie qui existent, des définitions qui vont parfois se renforcer, et comme vous allez le voir, qui vont aussi parfois s'opposer les unes aux autres. Comme je vous le disais, le mot démocratie, c'est un mot qu'on entend tous les jours. On l'entend à la fois dans le discours médiatique. Aujourd'hui, en période électorale, on parle tous les jours de la démocratie. C'est un terme qu'on entend également très souvent dans le discours politique, dans des discours citoyens plus ou moins tard dans la nuit, plus ou moins arrosés. Il y a toujours bien un moment où est-ce qu'on vit en démocratie, mais n'importe quoi, tu sais bien qu'on est dirigé par des élites, etc. Donc il y a toujours ces termes qui peuvent apparaître comme ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le terme démocratie va toujours être présenté comme une vertu, comme un gage de bonté, un gage de vérité. C'est toujours quelque chose que l'on veut plus ou que l'on veut mieux. Je connais peu de gens qui viennent ici au NAL et qui frappent à la porte et qui disent « Bonjour, je m'appelle François Debras, je suis contre la démocratie ». Pas très vendeur. En général, on se présente tous comme en faveur de plus de démocratie, ou c'est moi le vrai démocrate contre les autres. Donc c'est un terme qu'on va utiliser pour soi. Et on va l'utiliser dans différents domaines, et parfois des domaines où on peut se poser la question de « Tiens, qu'est-ce que ça veut dire finalement ?» Aujourd'hui, par exemple, on peut parler de démocratiser le pouvoir. Ok. Démocratiser le pouvoir, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire peut-être plus de décentralisation ou moins de division entre des gouvernants et des gouvernés. Maintenant, on va parler aussi de démocratiser la culture. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire, démocratiser la culture? Démocratiser la culture, c'est peut-être diminuer les coûts pour l'accès à la culture. La gratuité des bibliothèques, par exemple, la gratuité de certaines activités culturelles. Mais ça peut être aussi démocratiser la culture, ouvrir la culture au plus grand nombre, ne pas la réserver à une minorité, ne pas la réserver aux individus qui ont un potentiel économique ou social supérieur à d'autres, ou soi-disant supérieur à d'autres, mais c'est vraiment de l'ouvrir à toutes et à tous. On va aussi parler de démocratiser les transports en commun. Et là aussi, la question finalement, démocratiser les transports en commun, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être la gratuité des transports en commun. Donc est-ce que démocratie veut dire gratuité? Peut-être dans le domaine des transports en commun et de la culture, mais peut-être pas partout. Et alors, on en entend aussi régulièrement parler, on va démocratiser le monde des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser le monde des entreprises? Ça veut dire peut-être mettre fin à cette logique verticale entre un patron et des employés. C'est-à-dire qu'on va responsabiliser les employés, on va leur donner des charges également de direction, on va ouvrir les postes de décision, ou alors peut-être qu'on va supprimer toute logique de hiérarchie.
Moi, je viens de Liège. Si vous voulez, en plus, ils font du très bon pain. Allez voir la boulangerie sans patron à Liège. L'idée, c'est un peu ça aussi. C'est d'essayer que tout le monde soit au même niveau. Pour le pain, retenez. Hein, boulangerie sans patron. Je fais de la pub. Mais il y a cette idée, en fait, que tout le monde est au même niveau et qu'on va tous travailler à un même niveau avec les mêmes charges et on va harmoniser comme ça le monde de l'entreprise. Donc on l'entend dans différents domaines, culturels, milieu des transports, milieu des entreprises, mais on l'entend aussi partout sur le spectre politique. Comme je vous le disais, personne ne rentre et dit « Bonjour, je m'appelle François Debras, je déteste la démocratie ». Qu'on soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le monde se présente comme en faveur d'une vraie démocratie ou de plus de démocratie ou d'une meilleure démocratie. Maintenant, c'est quoi une meilleure démocratie? Je vous donne deux exemples pour illustrer ces tensions qui peuvent exister comme ça par rapport à cette notion de démocratie. La Croatie et la Slovénie il va y avoir un débat qui va être porté au sein de la Croatie et la Slovénie au sujet de la question du mariage pour les individus de même sexe. Les gouvernements croates et slovènes, donc en 2013 et en 2015, vont poser la question de savoir, tiens, est-ce que finalement c'est à nous de répondre à cette interrogation ou est-ce qu'on ne proposerait pas plutôt aux citoyennes et aux citoyens de répondre eux-mêmes à cette interrogation? C'est un choix de société, c'est un moment un choix valoriel. Est-ce que c'est à nous, en tant que gouvernement, d'imposer cette décision? Non. Et donc on va organiser un référendum sur la question du mariage pour tous. Le quorum est atteint et une majorité de Croates et de Slovènes votent contre le mariage pour tous. Manifestations dans la rue. Les groupements ou les associations en faveur de la défense des droits LGBTQIA+, manifestent dans la rue en expliquant « ce référendum est antidémocratique ». Pourquoi? Parce que ce référendum va s'opposer à une valeur fondamentale de la démocratie, qui est l'égalité de toutes et de tous, et l'égalité de toutes et de tous de se marier avec la personne qu'il aime. La France font l'inverse. Je ne dis pas que la France fait tout le temps l'inverse, hein, mais la France, ils font l'inverse. En France, on va avoir, donc c'était sous la présidence de François Hollande, la question également, donc une question similaire, est-ce que l'on doit légaliser le mariage pour toutes et pour tous? À l'époque, le gouvernement décide en fait de rédiger une loi et va se défendre en expliquant que c'est une loi construite sur une valeur fondamentalement démocratique, l'égalité de toutes et de tous. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Manifestation dans la rue, mouvement en disant que cette loi est antidémocratique, que c'est une minorité qui va imposer sa vision de la société à l'ensemble de la société française, qu'on remet totalement en cause les valeurs familiales, la construction sociétale, et donc en fait la seule véritable alternative démocratique, le seul vrai choix démocratique, il n'est pas dans l'imposition d'une loi, mais dans un référendum. Alors je vous pose la question, quel pays est le plus démocratique ? Est-ce que c'est la Croatie et la Slovénie qui organisent un référendum? C'est très compliqué de se dire d'être contre le référendum sous prétexte d'une valeur comme la démocratie. Ou à l'inverse, est-ce que c'est la France qui est plus démocratique? Parce qu'elle va construire son raisonnement sur des valeurs et non pas sur un outil tel que le référendum. Et donc vous voyez qu'il y a deux principes qui vont s'opposer. Souveraineté populaire, pouvoir au peuple, pouvoir de décision, ou alors principe supérieur, égalité de toutes et de tous. Je ne m'attends pas à une réponse, hein. Mais pour vous dire qu'en fait, il y a des sujets de débat. Et c'est pas si simple de répondre à cette question, c'est quoi la démocratie? Comment est-ce qu'on met en place cette démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est des outils ou des valeurs, ou finalement un petit peu des deux? Alors, comme je vous disais, hein, les antidémocrates, c'est toujours les autres. Ce sont soit les partis racistes et extrémistes, soit, dans leur propre chef, les partis pro-immigration, les partis pro-européens, les partis pro-vaccins, etc., etc. On veut toujours plus de démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pas une journée se passe sans qu'on entende parler de crise de la démocratie, de crise de la représentation, de crise de la citoyenneté. On a une montée des extrémismes, on a une montée des populismes, et, phénomène très intéressant, on parle de crise de la démocratie. Comment est-ce qu'on veut solutionner la crise de la démocratie? Plus de démocratie. Et donc on se demande, mais plus de quoi? Puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous voulez encore plus. En général, si vous avez un problème, si votre robinet est bouché, vous ne dites pas plus d'eau. Et pourtant, avec la démocratie, on rajoute et on se pose la question, pour solutionner la démocratie, il faut plus de démocratie. Et donc on se rend compte que ça devient un horizon, un idéal comme ça dans lequel on va se projeter et qui va en fait nous orienter et nous guider toutes nos réflexions et toutes nos actions, même s'il y a toujours cette problématique, comme je vous le disais, de la définir.
Voilà, je vous embête plus avec cette déconstruction, avec ce questionnement sur qu'est-ce que la démocratie. Je vous propose plutôt maintenant de la reconstruire. Parce que maintenant qu'on a essayé de comprendre pourquoi ce mot posait problème, qu'est-ce qui pouvait éveiller chez nous, derrière il y a différentes pistes de solutions pour construire cette démocratie ou pour penser cette démocratie. Et je vous propose de travailler en 3 temps. Premier temps, le régime. Deuxième temps, la société. Troisième temps, les valeurs. Le régime, c'est quoi? Quand on se pose la question d'un régime politique, on se pose 2 questions. Où est le pouvoir? Donc qui détient le pouvoir? Et comment ce pouvoir est utilisé? Donc quand on parle de régime, on va penser institution, on va penser organisation du collectif. Et donc le régime démocratique, c'est quoi? Qui détient le pouvoir? Le premier à l'avoir pensé, ce sont les Grecs. Démos, kratos, le pouvoir au démos. Et donc c'est de là que vient la démocratie. On considère souvent qu'elle est née à Athènes en moins 507 avant Jésus-Christ, avec les réformes de Clisthène, et elle est morte en moins 323 avant Jésus-Christ. À la mort, qu'est-ce qui est mort en moins 323? Allez, les historiens. Une personne célèbre. Je dirais que c'était un grand monsieur. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est mort en moins 323. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre le Grand meurt en moins 323, mais peut-être avant de vous parler comment elle est morte, peut-être comment elle est née, et là vous faites les liens que vous voulez. On se rend compte en fait qu'en moins 507, on va avoir différentes crises qui vont toucher la société athénienne. La première, c'est qu'on va avoir plusieurs années consécutives des mauvaises récoltes. Qui dit mauvaise récolte dit, vous faites les liens que vous voulez avec le présent. Hein. Agriculteur pas content. Qui dit agriculteur pas content dit problème pour se nourrir, problème pour survivre pour les populations les plus pauvres. Mais en même temps, vous allez également avoir le développement des routes commerciales qui vont commencer à exister, qui vont fleurir en Grèce antique et qui vont relier les différentes cités-États. Qui dit développement des routes commerciales dit commerce. Qui dit commerce dit une minorité qui va s'enrichir, les commerçants. Et donc vous allez avoir des individus les plus pauvres qui vont mourir de faim, il va y avoir des mauvaises récoltes, et de l'autre côté, vous allez avoir un groupe d'individus qui vont s'enrichir, mais qui n'ont pas le pouvoir. Autrement dit, si à un moment vous avez de plus en plus d'argent et que la cité a des problèmes de légitimité, vous allez vouloir accaparer une partie du pouvoir. Et donc vous allez avoir 3 groupes d'individus, les personnes les plus défavorisées, là, c'est un peu anachronique de parler de bourgeoisie, mais vous me pardonnerez, je simplifie un petit peu. Et on va avoir les anciennes familles, la noblesse, l'aristocratie, on va avoir ces 3 corps qui vont s'opposer les uns les autres. Ça va engendrer des conflits, il va y avoir des morts, il va y avoir des vives tensions à Athènes, et on va proposer de réformer le régime que l'on va appeler, encore une fois c'est un peu un anachronisme, mais la constitution, si on pourrait dire entre guillemets, d'Athènes, va déclarer qu'Athènes est une cité-État démocratique, c'est-à-dire que le démos possède le pouvoir. Et à la défaite, donc en moins 323, cette démocratie, alors elle ne va pas disparaître, elle va exister un peu plic-ploc dans l'histoire, mais elle va disparaître à Athènes sous cette forme. Qu'est-ce qui se passe? Moins 323, comme je vous l'ai dit, Alexandre le Grand meurt. Empire gigantesque, qu'est-ce qui se passe quand Alexandre le Grand meurt et quand on a un empire dont le chef suprême disparaît? Il y a tous les seconds qui veulent devenir le nouveau premier. Donc ils vont s'opposer les uns aux autres, et à cette période, les Grecs vont se dire c'est peut-être le bon moment pour aller prendre quelques parties de territoire en Macédoine. Ils vont entrer en guerre contre la Macédoine, ils vont perdre, et les Macédoniens vont leur laisser un double choix. Soit on brûle tout, parce que vous avez perdu, donc on vous pille et on brûle. Solution pas très intéressante. Soit la deuxième option, vous arrêtez avec votre histoire de démocratie et vous remettez l'aristocratie en place. C'est plus facile de discuter avec eux, c'est plus facile de s'arranger avec eux. Et donc les Grecs vont remettre en place les anciennes familles qui vont reprendre donc le pouvoir. Ça c'est pour la petite histoire rapide, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la petite histoire autour de la démocratie athénienne. Voici en gros comment on peut se la représenter dans une représentation schématique institutionnelle. Donc vous avez le démos, les citoyens, qui vont siéger au sein de l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, et vous allez avoir différentes institutions, le Conseil des 500, le tribunal et les magistrats. Sauf que, je vais revenir là-dessus, mais quand on dit démocratie à Athènes, on dit démos kratos, le pouvoir aux citoyens. Mais qui est citoyen à Athènes? Déjà, il faut être un homme. Désolé, mesdames. Après, il faut avoir 18 ans ou plus. Après, il faut avoir fait son service militaire pour évacuer les lâches. Après, il faut aussi avoir des conditions, une identité particulière. C'est-à-dire qu'il faut un père athénien, citoyen athénien.
Vous ne pouvez pas être, entre guillemets, un étranger ou un métèque, à l'époque entendu comme quelqu'un qui était à l'extérieur de la cité. Donc il vous faut être né à Athènes, avoir un père athénien, avoir 18 ans et exercer votre service militaire. Sauf qu'à une certaine époque, on va se rendre compte que ça, c'est encore beaucoup trop large. Et donc on va introduire un nouveau critère pour être citoyen, c'est qu'il vous faut un père athénien, mais il vous faut aussi une mère dont le père est athénien. Et donc finalement, ça réduit, hein, on va se rendre compte qu'il y a plus ou moins, selon les historiens, 380 000 personnes qui vivent sous la tutelle de cette cité-État athénienne. Parmi ces 380 000 personnes, donc on retire les femmes, on retire les enfants, on retire les personnes qui sont nées à l'étranger, qui sont nées à l'extérieur de la cité-État, et on va se retrouver avec plus ou moins 40 000 individus qui vont être considérés comme des citoyens athéniens. Parmi ces 40 000 individus, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre 40 000 personnes au sein de l'Assemblée du peuple? C'est un petit peu compliqué. Pourtant, en théorie, tous ces citoyens, donc ces 40 000 personnes, ont le droit de siéger au sein de l'Assemblée du peuple. Mais effectivement, on va considérer, en fonction des époques, qu'il va y avoir entre 6 et 8 000 personnes qui vont siéger au sein de l'Assemblée du peuple. C'est déjà pas mal, hein, entre 6 et 8 000 personnes. Sauf qu'on va avoir des inégalités très fortes dans la représentation de ces personnes. La première, c'est que vous allez avoir bien sûr une surreprésentation des populations urbaines. Pourquoi? Si vous habitez très loin de la cité-État ou du cœur de la cité-État, c'est pas facile de tous les jours faire les trajets et de rentrer chez vous le soir pour aller débattre. Donc on va avoir une surreprésentation des populations urbaines. Vous allez également avoir une surreprésentation des populations les plus riches. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour aller débattre pendant toute une journée, il faut que quelqu'un travaille. Il faut que quelqu'un fasse fonctionner votre entreprise ou récolte ou effectue un travail. Et donc, en fait, qui peut effectivement, entre guillemets, je ne vais pas dire perdre, mais qui peut aller dialoguer pendant toute une journée ou débattre de l'avenir de la cité? Ceux qui ont des esclaves qui peuvent travailler pour eux, en fait. Donc on va avoir une surreprésentation des populations urbaines, surreprésentation des populations les plus riches, et alors troisième élément qui peut sembler un petit peu particulier, une surreprésentation des individus les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, la norme, c'était la guerre. C'était pas du tout l'exception. L'exception, c'était plutôt la paix. Il y avait des guerres avec différents voisins, avec différentes autres cités-États. Comme je vous l'ai dit, pour être citoyen, il faut avoir fait votre service militaire. Si vous avez fait votre service militaire et que c'est la guerre, vous êtes envoyé au front. Il y a des citoyens qui vont mourir au front, et donc on va se rendre compte que s'il y a entre 6 et 8 000 personnes qui vont siéger au sein de l'Assemblée du peuple, avec toutes ces guerres, il va y avoir de moins en moins de monde qui va pouvoir siéger parce qu'il est envoyé sur le front, parce que raison X ou Y. Et donc comment on fait pour rameuter des gens quand il y a de moins en moins de monde au sein de l'Assemblée populaire? Alors vous pouvez me dire, François, c'est facile, on va ouvrir la citoyenneté. Vous n'avez rien compris, c'est pas du tout ça l'objectif. On n'ouvre pas du tout la citoyenneté, on va même la fermer, comme je vous le disais. On va rajouter des critères comme quoi il faut également une mère dont le père est athénien. Mais pour attirer les gens, pour être sûr qu'ils viennent s'asseoir, on a inventé quelque chose qui est toujours très pratique aujourd'hui, ça s'appelle le jeton de présence. On va vous donner un petit bonus si vous veniez débattre au sein de l'Assemblée. Et donc on se rend compte que vous allez avoir une surreprésentation des populations urbaines, surreprésentation des populations les plus riches, et surreprésentation des populations les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'un petit peu, c'est mieux que rien. Et donc, on va aller siéger au sein de cette assemblée. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, donc on passe déjà de 380 000 habitants, 40 000 citoyens et entre 6 et 8 000 de personnes qui siègent. Donc quand on vous dit pouvoir au peuple, vous faites déjà 10% de citoyens et on va dire 2% de personnes qui siègent effectivement au sein de l'Assemblée. Maintenant, entre 6 et 8 000 au sein de cette Assemblée, est-ce que vous pensez qu'entre 6 et 8 000 personnes peuvent débattre entre elles, dialoguer, discuter, chacun a le droit à 10 minutes de parole? C'est un petit peu compliqué. Et donc, d'un point de vue très pratique, comment est-ce que va se passer un débat au sein de cette assemblée? En fait, vous n'allez jamais avoir de dialogue. Ce sera toujours des monologues. L'assemblée restera assise. Une personne qu'on va appeler un rhétorès, on pourrait appeler les premières personnalités politiques, vont aller devant l'assemblée, vont discourir, ils vont aller se rasseoir. Un deuxième avec une opinion contraire va venir, il va discourir, il va aller se rasseoir, et après on vote à main levée si on est d'accord pour la première ou la deuxième proposition.
Qui sont ces premières personnalités qui vont s'exprimer? Ben en fait, si vous êtes citoyen et vous dites « Moi, j'aimerais quand même vraiment bien que ma proposition, elle passe, j'aimerais vraiment bien qu'on choisisse l'option A ». Mais vous allez avoir quelqu'un, vous avez envie d'envoyer quelqu'un qui est un beau parleur, qui sait bien s'exprimer et qui va bien vendre votre projet. Donc vous allez envoyer quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire. Qui maîtrise l'art oratoire? Les anciennes familles les plus nobles, les personnes les plus riches qui ont pu se former auprès des sophistes, auprès des philosophes, etc., etc. Et donc, vous allez avoir un certain groupe d'individus qui vont monopoliser, comme ça, la parole au sein de l'Assemblée. On considère que vous avez 380 000, je ne sais pas le calcul, parce que démocratie, c'est bien, mais 380 000 personnes qui habitent à la cité-État Athènes, 40 000 citoyens, entre 6 à 8 000 qui siègent, et entre 5 à 10, finalement, qui vont prendre la parole. Je vois tout le monde qui est déconfit, démocratie directe, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir un positionnement un peu paradoxal par rapport à ces premières personnalités politiques. C'est, dans un sens, les Athéniens se rendent compte que c'est un mal nécessaire, et c'est vraiment ça, un mal nécessaire. Pourquoi ils ont un a priori négatif? Parce que finalement, c'est des gens qui parfois se font payer pour pouvoir aller s'exprimer devant la tribune, mais qui peuvent, en fait, par leur oratoire, influencer, manipuler la foule, qui peuvent se faire payer, et puis le lendemain se faire payer le double, et dire exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit avant. Donc il y a toute cette peur de la démagogie, de la manipulation qui peut exister. Mais mal nécessaire, parce que les Athéniens se rendent bien compte qu'un débat à 8000, c'est pas toujours possible, et qu'il faut bien trouver d'autres formes de solutions. Et donc vous vous rendez compte que quand on parle de démocratie directe, pouvoir au peuple, finalement en pratique, c'est pas vraiment la majorité qui va décider, même si ça va être voté par les citoyens, mais vous allez avoir certains individus qui vont s'accaparer le pouvoir politique. Donc finalement, quand les Grecs disent démocratie, ils se réfèrent pas tant à cette question de égalité, parce que tout le monde n'est pas l'égal de son voisin à Athènes, bien au contraire, il y a des inégalités très fortes, mais ils vont plutôt renvoyer à un outil tout à fait spécifique qui est le tirage au sort. C'est ça pour eux le cœur de la démocratie. Le cœur de la démocratie, ça va être le tirage au sort qui va être utilisé, où on va tirer au sort des citoyens pour qu'ils siègent au sein du Conseil des 500, qui va par exemple gérer la diplomatie, par exemple, ou également au sein du tribunal du peuple, on va tirer au sort des citoyens athéniens. Alors ce tribunal du peuple, il ne faut pas le voir comme une fonction uniquement juridique, il va aussi avoir une fonction politique de contrôle des magistrats, donc les archaïs, qui sont en fait des fonctionnaires qui peuvent être soit également tirés au sort, ou alors élus. Il y aura les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, vous aviez une critique très forte de, par exemple, Platon ou Aristote. Je dis toujours, si vous voulez retenir l'ordre, qui est Platon, dans quel ordre, qui était le disciple de qui, moi je retiens, c'est la SPA. Socrate, Platon, Aristote. Et vous retenez la logique. Et en fait, Platon et Aristote vont être très critiques du tirage au sort. Et Platon va expliquer, mais si vous voulez faire, alors je paraphrase, si vous voulez faire un beau concert de flûte, on ne tire pas au sort le flûtiste. Si vous voulez commander un navire et traverser les mers, vous ne tirez pas au sort le capitaine du navire. On pourrait dire aujourd'hui, si vous prenez l'avion pour aller en vacances, on ne tire pas au sort le commandant de bord parmi les passagers. Enfin, moi je ne rentre pas dans ce type d'avion, en tout cas. Et donc, en fait, il y a cet argument de, oui, mais on ne va pas tirer au sort n'importe qui. Et c'était exactement la même chose. Donc à l'époque, on pouvait tirer au sort, par exemple, le commissaire des marchés, par exemple, ou des récoltes. Mais à l'inverse, il y avait des compétences qui étaient réservées à certains individus pour leurs compétences, et c'était notamment les commandants des armées. Il fallait s'y connaître en art militaire pour diriger les armées. Le responsable des comptes publics, on ne va pas tirer au sort quelqu'un, moi par exemple en maths, ça ne va pas du tout, donc il vaut mieux pas le tirer au sort. Et donc, on va faire quoi? On va procéder à l'élection. L'élection, et c'est ça qui est intéressant, la racine du terme élection, c'est la même racine que le terme élite. Le but de l'élection, c'est de désigner les meilleurs, les plus compétents. Et donc pour les Athéniens, l'élection, c'est pas du tout un procédé, un outil démocratique, pas du tout. C'est un outil aristocratique qui permet de sélectionner les meilleurs, comme par exemple le commandeur des armées. Il faut différents candidats et le plus compétent gagnera l'élection. Et vous allez avoir certaines personnalités comme Phocion, par exemple, qui va gagner les élections 45 années d'affilée et qui va être 45 années présent comme commandant des armées. Comme il sera également commandant des armées, il aura un siège d'office dans le Conseil des 500, qui est responsable pour la diplomatie. Et comme il est commandant des armées, il connaît ou il maîtrise l'art militaire,
il a fait des études, donc il vient des anciennes familles, donc c'est également un des rhétores. Et donc vous avez des individus qui vont se retrouver un petit peu partout, plic-ploc, comme cela. Et pourtant, on considère qu'Athènes est une cité-État démocratique. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, l'élection, c'est un processus aristocratique, mais le cœur, il y a des inégalités, mais le cœur du système politique athénien, c'est le tirage au sort. Et malgré la critique faite par Platon et Aristote, en fait, les Grecs vont se dire, oui, mais il y a des façons de résoudre ce problème-là. Il faut tirer au sort, mais qu'est-ce qui se passe si on tire au sort quelqu'un d'incompétent? Et donc les Grecs vont imaginer deux logiques. La première, on ne tire au sort que parmi les gens qui se portent volontaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être tiré au sort pour un métier que vous ne connaissez même pas. Deuxième élément, on va tirer au sort et si on ne respecte pas le cahier des charges, on est contrôlé par le tribunal du peuple et on peut avoir des amendes, on peut être mis en prison, on peut être banni de la cité-État ou on peut être mis à mort. Donc, si vous ne maîtrisez pas votre domaine, vous ne vous présentez pas au tirage au sort. Et donc on se rend compte qu'il y a certains groupes d'individus qui vont se présenter au tirage au sort. Maintenant, avec toujours la question, c'est se présenter au tirage au sort qui? Certains qui ont également fait des études, certains qui aussi viennent des anciennes familles, etc., etc. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui est intéressant à Athènes, c'est que vous allez tout de même avoir une minorité qui va détenir le pouvoir politique. À Athènes, vous allez avoir des inégalités profondes. Et c'est pas pour ça qu'on dit qu'on ne vit pas en démocratie. On considère que la démocratie à Athènes, c'est pas l'égalité entre les individus, c'est que tous les individus vont avoir des chances égales d'exercer les mêmes fonctions. C'est la logique du tirage au sort. Un bon citoyen, et encore une fois, je suis désolé de ne pas dire citoyenne, un bon citoyen, pour les Grecs, c'est quelqu'un qui sait à la fois gouverner et être gouverné, qui sait à la fois décider et être soumis à une certaine forme d'autorité. C'est cette alternance qui est considérée comme la démocratie. Alors, pourquoi est-ce que cette logique est vantée à Athènes? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça va dissuader la tyrannie. Si je suis tiré au sort pour exercer le pouvoir, je ne vais pas aller frapper mon voisin, puisque potentiellement, demain, c'est lui qui aura le pouvoir et plus moi. Donc il pourra me refaire ce que je lui ai fait. Donc ça va avoir un effet de contrôle, de ne pas abuser du pouvoir, puisque le lendemain matin, ça peut être quelqu'un d'autre. Deuxièmement, ça va réduire la mainmise des grandes familles. Il n'y a plus des grandes familles aristocratiques qui vont dire « je vote pour toi à ce niveau-là, je te donne ceci, tu me donnes cela, et on s'arrange entre nous ». Pas du tout, puisque finalement, c'est le tirage au sort. Donc d'un coup, ça peut être un, puis ça peut être l'autre, puis ça peut être une deuxième fois l'autre, comme par hasard, et puis ça peut être... et on peut avancer comme ça. Donc ça va réduire les crispations entre les grandes familles. Et alors, dernier élément, ça va réduire la corruption. Vous ne prenez pas dans la caisse, si le lendemain matin, le voisin peut prendre dans la caisse, et si à la fin de la semaine, il n'y a plus rien dans la caisse. Donc en fait, on va essayer de réduire les logiques également de corruption. Voilà un peu comment était imaginée la démocratie athénienne. Comme je vous l'ai dit, cette démocratie athénienne, elle va disparaître, elle va chuter à Athènes, c'est pas pour ça qu'elle ne va plus exister. On va la retrouver à Florence, le tirage au sort va exister, vous allez le retrouver dans différentes villes espagnoles, Venise également, vous allez le retrouver dans des différents villages au Moyen-Âge également, on va tirer au sort pour exercer certaines représentations. Vous avez beaucoup de recherches aujourd'hui sur les modes de fonctionnement chez les peuples d'Amérique, par exemple, comment est-ce qu'ils décidaient la place des femmes, etc., au sein de ces sociétés, et qui déconstruisent un peu cet imaginaire que la démocratie ne serait que européenne. C'est pas le cas. Mais elle va disparaître telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, bon, je fais un bond énorme dans le temps, on va arriver à la période de la Renaissance. La Renaissance, qu'est-ce que l'on fait? On va redécouvrir les textes anciens. Donc on va redécouvrir Platon, Aristote, qui ne sont pas des fans de la démocratie, ce n'est pas les meilleurs défenseurs de la démocratie. Et donc, en fait, vous allez avoir les périodes des révolutions. Souvent, aujourd'hui, on dit, quand est-ce que sont nées nos démocraties modernes? Ben, elles sont nées, en fait, au lendemain de la Révolution française, de la guerre d'indépendance américaine et de la Révolution anglaise. Et pourtant, si vous lisez les textes, et c'est ça qui est intéressant de retourner à l'origine des débats, si vous lisez les textes des pères fondateurs français, américains et anglais, ils détestaient, mais à un point inimaginable, la démocratie. Aujourd'hui, on dit qu'on est Aujourd'hui, on dit que la démocratie est née en 1789. Si vous lisez les pères fondateurs en 1789, jamais de la vie il ne faudrait instituer une démocratie en Europe. Jamais. Et je vous ai mis quelques extraits. John Adams, premier vice-président des États-Unis, deuxième président des États-Unis après la guerre d'indépendance.
La démocratie est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant et intolérable. Ça ne donne pas très envie de vivre. James Madison. La démocratie, on est contre. Pourquoi? Parce qu'on redécouvre les textes d'Aristote et de Platon. Comment est-ce qu'en fait est présentée la démocratie selon Platon et Aristote? Comme je vous l'ai dit, très critique vis-à-vis du tirage au sort, et également très critique vis-à-vis du peuple. Comment est présenté le peuple? Comment est imaginé le peuple? Le peuple, à l'époque, il est inculte, ignorant, pauvre, sale, fameux sans dents, etc. C'est pas un écho. Et donc on représente le peuple comme inculte, ignorant et pauvre. Donc on ne va surtout pas donner le pouvoir à des gens qui sont incultes, ignorants et pauvres. Et donc on donne le pouvoir à qui? James Madison, il va vous répondre ceci. C'est très simple. On va effectivement considérer que c'est le peuple qui est souverain, d'accord, mais c'est surtout pas lui qui va exercer la souveraineté. Ça, pour des Grecs, c'était impensable. Pour Rousseau aussi à l'époque. Soit on a la souveraineté, soit on ne l'a pas, mais on ne la représente pas. James Madison, il va considérer qu'il faut scinder comme ça. Détention de la souveraineté et exercice de la souveraineté. Et donc à qui on donne ce pouvoir? À des individus, des représentants capables de discerner le véritable intérêt du pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations éphémères et partielles. Prenez une seconde, vous lisez et imaginez aujourd'hui qu'une personne politique vous dise « Votez pour moi ». Parce que je suis capable de discerner le véritable intérêt du pays, mon patriotisme et l'amour de la justice sont les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations éphémères et partielles, pas comme vous. Ben, vous votez pas pour lui, hein. On est bien d'accord. Et donc vous allez avoir toute une logique comme ça, où on considère que le peuple est ignorant et inculte, et on ne va surtout pas lui donner le pouvoir. Je vous ai pris un exemple français, mais il y en a plein, des exemples. Sayez, la France ne doit pas être une démocratie. Voilà, on va s'arrêter là. La France ne doit pas être une démocratie, mais un régime représentatif. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n'est pas douteux parmi nous. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, vous êtes trop bête, moi aussi, ni assez de loisirs, pas le temps de se pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent donc se borner, on doit se borner à nommer des représentants. C'est pas très loin de certains échos qu'on a pu également entendre en France où la démocratie existe dans les institutions et pas dans la rue. On doit se borner à voter une fois tous les 4, 5 ou 6 ans. Après, c'est les représentants qui décident, pas le peuple. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, on le rappelle, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et aujourd'hui, on considère que ce sont les pères des démocraties modernes. Pas du tout. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, à l'époque, le peuple, il est imaginé comme incapable de se gouverner, il est considéré comme manipulable, influençable par des démagogues. Mais donc, à qui on donne le pouvoir? Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire le 9 juin, mais en général, on vote pour des individus qu'on juge compétents. Enfin, je l'espère, je ne veux pas savoir ce que vous allez faire, mais en général, on essaie de voter pour des individus qu'on juge compétents, que l'on juge meilleurs. Comment est-ce qu'on désigne les meilleurs? Comme je vous l'ai dit, on va reprendre un ancien outil aristocratique, l'élection. L'élection permet de désigner les meilleurs. Qui peut se présenter aux élections? Ceux qui payent un minimum des taxes, par exemple, ou qui ont un minimum de propriété. Selon le bon vieil adage, si je gère bien ma maison, je peux bien gérer l'État, la collectivité. Et donc on a des révolutionnaires, donc par exemple James Madison, qui vont dire on fait la révolution, on est contre la monarchie anglaise, on va considérer que le peuple est souverain mais n'exerce pas cette souveraineté. On donne la souveraineté à qui? À des personnes capables de discerner l'intérêt général. Et c'est qui? Ce sont des personnes fortunées. Et c'est qui? Ben moi. Et donc en fait vous allez avoir James Madison qui est une des personnes les plus fortunées des États-Unis, en fait qui va se retrouver comme ça à penser le système politique américain, et on va utiliser des logiques qui sont très intéressantes et qu'aujourd'hui on a oubliées. À l'époque on ne parlait pas du tout de démocratie représentative. Certains évoquaient même l'idée d'une aristocratie représentative. C'est-à-dire que l'aristocratie ne se désigne plus de père en fils, par le sang, par le nom de famille, mais par l'élection. L'élection permet de désigner les meilleurs. Et donc on va représenter le peuple, et ce sont seulement les meilleurs qui vont siéger au sein des institutions. À l'époque, dans le système politique américain tel qu'il va naître, on va également avoir l'idée que le président soit élu à vie, pour être sûr qu'il soit dégagé des pulsions populaires. Si quelqu'un va lui dire président élu à vie, c'est pas un petit peu la monarchie, il y en a qui ont été pour moins que ça, et il dit pardon, d'accord, on va changer.
Mais vous avez ces logiques qui vont exister, et donc on va avoir ces logiques de souveraineté et exercice de la souveraineté qui vont se scinder. Donc il n'est pas du tout question de démocratie, il n'est pas du tout question de pouvoir au peuple. Et donc aujourd'hui, quand on pense démocratie représentative, ce qui est intéressant, c'est qu'on crée un faux lien avec le passé, qu'on imagine une certaine logique qui n'était pas présente à l'origine. Et ce qui est intéressant aussi, souvent on vous dit la démocratie directe, elle n'est pas possible en Belgique. On ne peut pas mettre 10 millions de Belges dans un parlement. Et donc il faut bien qu'on passe par des représentants. C'était pas du tout l'argument de l'époque. À l'époque, ils ne se sont pas dit c'est pas possible de mettre tout le monde dans un parlement. À l'époque, ils se sont dit ces gens sont pauvres, il faut que moi je décide pour eux. Donc les logiques sont différentes. Pourquoi est-ce qu'à un moment les termes vont évoluer, on va parler de démocratie? À partir du moment où vous demandez aux gens de voter pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est toujours positif de parler de démocratie. Vous ne dites pas votez pour l'aristocratie. Vous dites votez pour moi et je vous représente, votez pour moi, je suis comme vous, etc. Et donc on va avoir une évolution des termes, mais donc croire que la démocratie représentative est la continuité de la démocratie directe, c'est en fait se tromper sur un ensemble d'auteurs du passé. Alors, pour avancer quand même un petit peu dans cette histoire de la démocratie, ça c'est le régime tel qu'on peut le penser. Ce qui est intéressant, c'est que finalement la logique électorale a très peu bougé depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. On continue de voter comme c'était le cas à l'époque. On a élargi, il y a de plus en plus de gens qui votent, mais la logique même du vote est la même. On vote tous les 3, 4, 5 ans, puis on a des représentants qui vont agir en notre nom. Et donc vous avez d'autres auteurs qui vont expliquer, si la démocratie c'est le pouvoir au peuple, c'est un peu raté. C'est pas pour ça qu'on ne vit pas en démocratie. Et donc, il faut essayer de trouver une nouvelle définition, il faut essayer de trouver une nouvelle approche. Et vous avez des auteurs qui vont parler de la société. Un des premiers, vous n'êtes pas obligé de tout lire, je vous raconte l'histoire, c'est plus sympa, comme autour d'un feu, c'est une bonne vieille histoire d'Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, il va un peu faire ce que font tous les universitaires aujourd'hui. Il va dire, j'ai un super projet, j'aimerais bien aller étudier la société américaine. On va lui dire non, pas de financement pour ça. Par contre, on aime bien leurs prisons. Est-ce que tu peux aller voir les prisons, comment ça se passe, et tu nous fais un rapport? Il va dire oui, ok, d'accord, je fais ça. Il va y aller, il va rester 2 jours, il va regarder les prisons, il va se dire ok, maintenant je fais mon histoire, je fais ma société démocratique. Et donc il va essayer d'observer la société américaine telle qu'il la découvre à l'époque. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, c'est comment lui, il va percevoir ça. Mais quand il va arriver aux États-Unis, il y a quelque chose qui va marquer son attention. C'est, aux États-Unis, selon lui, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de noblesse et il n'y a pas de gens sans terre. Tous les individus sont les mêmes, selon lui, où tous les individus sont des colons qui viennent d'arriver sur une nouvelle terre et vont construire leur maison, leur habitation, et vont devoir créer quelque chose de nouveau. Et donc, selon Alexis de Tocqueville, ce qui va fonder la société américaine, la société démocratique, c'est l'égalité. Tous ces colons sont égaux les uns par rapport aux autres. Et de l'égalité, selon Alexis de Tocqueville, va naître une deuxième valeur, la liberté. Pourquoi est-ce que je devrais obéir à quelqu'un qui est mon égal? Je peux obéir à quelqu'un que je juge plus compétent, je peux obéir à quelqu'un que je juge plus malin, je peux obéir à quelqu'un que je juge plus fort, parce que j'ai peur qu'il me frappe. Mais pourquoi est-ce que j'obéirais à quelqu'un qui est exactement comme moi? Et donc, en fait, selon Alexis de Tocqueville, de l'égalité va naître la liberté, qui sont en fait les deux valeurs fondamentales de la démocratie. Alors, cette histoire de la démocratie à travers des valeurs va prendre de plus en plus de place dans la représentation qu'on va avoir de la démocratie, et on va considérer qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est non pas un régime politique spécifique, mais c'est un ensemble de valeurs qui vont unir la société. Valeurs d'égalité, valeurs de liberté, valeurs d'autonomie, valeurs de droit à l'expression, de droit d'association, de droit de manifestation, etc. C'est un ensemble de droits comme ça qui vont émerger et qui vont distinguer la démocratie des modernes de la démocratie antique. À l'époque, en Grèce antique, un citoyen ne représentait que la cité-État Athènes. Il n'avait pas de droits individuels, de droits qui lui étaient propres. Il avait des droits en tant que citoyen, pas en tant qu'individu. Et donc là, on va avoir de nouvelles valeurs qui vont émerger, comme par exemple la notion de propriété privée, etc. Ça va prendre de l'importance à travers différents textes qui sont consacrés aujourd'hui et qu'on met souvent en avant, comme par exemple la question de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Alors, je rappelle toujours un petit préambule, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de comparer les textes dans l'histoire. À l'origine, en 1789, dans le préambule de cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, vous aviez un petit préambule qui expliquait: considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit,
Donc on considère que ce qui va consacrer, c'est les droits de l'homme, soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Donc si vous n'avez pas vos droits, vous pouvez en fait recourir à la révolte. Donc finalement, ce préambule, qu'est-ce qu'il vous donne? Le droit à la révolution, le droit à la révolte contre une forme de pouvoir qui ne reconnaît pas vos droits fondamentaux. Sauf qu'en fait, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et là, tout à l'heure, je disais un grand monsieur. Maintenant, on peut dire que c'est peut-être un grand monsieur historiquement, mais c'était peut-être plutôt un petit monsieur en taille. Je pense à Napoléon, bien sûr. Tout le monde ne sera pas content de le faire. Bon, bref. Napoléon, il va considérer que, oui, d'accord, les droits humains, d'accord, mais si c'est contre moi, il ne faut pas abuser non plus. Hein. Je paraphrase, hein, il n'a pas dit ça comme ça. Mais donc, en fait, Napoléon, il va retirer ce préambule, parce que le droit à la révolte, quand même, c'est quand même moi le chef, c'est moi l'empereur, et je vais imposer une certaine vision. Mais finalement, à l'origine, vous retrouvez quand même, hein, article 1, le gouvernement est institué. Pourquoi? Dans un but, garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Alors, les Américains, ils vont avoir le Bill of Rights, hein, cette logique. Vous allez avoir la Constitution et différents amendements dont les premiers vont consacrer les droits fondamentaux, le droit à la liberté d'expression, le droit de porter une arme, hein, on est aux États-Unis bien sûr, donc ça va également se retrouver dedans, mais vous avez tous ces droits qui vont être consacrés. Alors la logique de l'approche de définir la démocratie par les droits humains va être en pleine explosion quand, en fait, à partir des années 40 et au lendemain des deux guerres mondiales. Pourquoi? Parce qu'en fait, le credo, plus jamais ça, un État totalitaire qui va assassiner, tuer des milliers, des millions de personnes. Donc à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est on vous donnait des droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez des droits, ah, et s'ils ne sont pas respectés, je vais où? Vous avez des droits. Et donc on va considérer qu'il faut avoir des institutions qui vont faire appliquer ces droits, ou auxquels on peut se plaindre ou aller devant tel. Et donc vous allez avoir la Cour européenne des droits de l'homme qui va être instituée en 1959, vous allez avoir différents pactes internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux en 1966, et alors depuis les années 80, l'Union européenne, dans l'ensemble de ses textes, va consacrer différentes valeurs, dont la démocratie, les droits humains et l'état de droit qui vont chaque fois revenir dans les textes européens. Alors je vous le dis parce que, encore une fois, les textes sont incroyables parce que tout est dedans. En fait, on n'a plus grand-chose à faire. Il suffit d'appliquer les textes aujourd'hui. Article 2 du traité de Lisbonne. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union européenne affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, ça aussi, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme. Franchement, pas mal, l'article 2. À vous de voir si c'est appliqué selon vous ou pas. Moi, je ne juge pas, je vous donne les textes. Article 10.1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pas mal l'Union européenne. Et donc vous avez différents auteurs comme ça qui vont expliquer que finalement la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est le respect des droits humains fondamentaux. Simplement. C'est plus un régime où le pouvoir appartient au peuple, ça c'est pas le cas, mais c'est une société qui va reconnaître et appliquer et promouvoir les droits fondamentaux. Et donc je vous pose la question, est-ce que l'histoire de la démocratie est finie? Voilà, on a les textes, on a les droits, on peut souffler, on peut se dire, ah, on y est, on est en démocratie, on se repose 2 minutes, tout va bien. Eh bien non, quoique, vous pouvez dire non, mais il y a quand même un auteur qui va dire oui. Vous avez Francis Fukuyama qui en 1989 va expliquer que c'est la fin de l'histoire. C'est la chute du régime communiste, la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS. Qu'est-ce que cela incarne selon lui? C'est la démonstration que la démocratie libérale est ce qui convient le mieux à la nature humaine. Et que finalement, l'histoire des débats politiques, l'histoire idéologique, elle est finie. La démocratie a gagné. L'histoire est terminée.
Non, non, l'histoire n'est pas terminée, l'histoire elle a continué. Et on peut se poser énormément de questions par rapport à ces droits humains et au respect de ces droits humains. On peut se poser la question de l'état de droit et du respect des décisions de justice. Je tiens quand même à rappeler que la Belgique est condamnée plus de 7000 fois par des cours et tribunaux pour non-respect de certains droits fondamentaux, comme le droit à l'accueil. Et ça, c'est pas appliqué. L'accueil des demandeurs d'asile, l'état des prisons. La Belgique a été aussi plusieurs fois sanctionnée par des tribunaux et des cours internationales pour non-respect de certaines conditions essentielles, des conditions premières par rapport aux individus qui sont enfermés. La question des bodycams, là vous avez énormément de documentation public sur le site de la Ligue des droits humains, par exemple, qui pose la question des bodycams, donc de l'enregistrement des caméras sur les policiers par rapport à la liberté individuelle, le droit, etc. Donc là, il y a énormément de questions aussi. La question des métadonnées, de la vie privée, avec le web, avec les réseaux sociaux, etc. La question de l'environnement, comme je vous l'ai dit, on la retrouve dans les textes, mais aujourd'hui, c'est pas une évidence, l'environnement. Il y a des questions qui se posent, il y a des gens qui manifestent, mais finalement, derrière, on peut se poser la question de leur application. Donc tout ça pose énormément de questions, et on se rend bien compte que l'histoire est pas du tout finie. Et j'en arrive donc à ma troisième partie. Certains auteurs se sont dit, bon d'accord, pouvoir au peuple, on l'aura peut-être pas. D'autres se sont dit, oui, les droits fondamentaux, ok, c'est un horizon à atteindre, on peut se diriger vers là, mais on n'y est pas encore. Et il y en a d'autres qui vont expliquer que non, la démocratie, c'est peut-être pas un régime. La démocratie, c'est peut-être pas une forme de société. La démocratie, c'est peut-être des outils, et des outils qu'il faut encore créer et qu'il faut encore imaginer aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la fameuse règle des 110-1 ou la loi des reins de l'oligarchie. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous rencontré, ou vous en avez déjà tous fait l'expérience un jour dans votre quotidien. Un groupe de 10. Moi j'ai des étudiants, je leur demande de faire des travaux de groupe. Je fais des groupes de 10. Il y en a 3, généralement des filles quand même, qui vont rédiger le rapport et qui vont faire le travail. Il y en a 6 qui vont faire, pardon, j'ai pas lu le mail, je réagis un petit peu tard, si je peux aider, ou je peux relire peut-être l'orthographe. Et à la fin, il y en a un qui va rendre le rapport au prof. Et s'il ne le rend pas dans les temps, les 9 autres vont se retourner contre lui et dire mais qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu n'as pas rendu le rapport, c'est toi qui es responsable, etc. Et donc c'est la fameuse règle des 110-1, où là je vous l'ai fait 10, mais cette idée qu'en fait dans toute organisation de la société, il y aura toujours une minorité d'individus qui vont agir et une majorité qui va attendre ou rester passive. C'est pas un jugement de valeur, selon certains, c'est des sociologues, hein, c'est pas, qui expliquent qu'en fait, c'est comme ça. Il y aura toujours une minorité qui va agir et une majorité qui se laissera un petit peu pousser ou qui suivra le courant. Et donc, en fait, selon ces sociologues, alors Mitchell, selon eux, l'objectif, c'est pas d'éviter d'être gouverné. Selon leur loi, on sera toujours gouverné. Il y aura toujours une minorité qui va agir en notre nom. Et donc, se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut éviter d'être gouverné, selon eux, n'a aucun sens. Par contre, il y a une autre question qui a beaucoup de sens selon eux, c'est pas comment éviter d'être gouverné, mais comment être gouverné. Point. Comment être gouverné. Et comment est-ce qu'on va être gouverné? Et c'est là qu'on arrive avec les outils de la démocratie. Une gouvernance démocratique, selon ces auteurs, c'est quand la minorité qui détient le pouvoir a les mêmes intérêts que la majorité qui n'a pas de pouvoir. Donc il faut essayer de lier cette minorité, lier les intérêts de la minorité aux volontés de la majorité. Comment est-ce qu'on fait ça? Et là, vous avez pour le moment énormément de réflexions, de questionnements qui sont très présents en Belgique pour le moment. On peut critiquer beaucoup la Belgique, mais ça a été reconnu par différentes institutions internationales comme une terre d'innovation démocratique, la Belgique. Donc ça, on peut être fier. Faut être fier. Comment est-ce qu'on va faire? Certains auteurs vont avancer l'idée de la démocratie participative, de la démocratie délibérative ou de la démocratie continue. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous avez ici, donc vous avez un exemple, hein, c'est ce qu'on appelle le G1000. Le G1000, c'est quoi? C'est David Van Reybrouck, donc qui est un auteur belge, qui a écrit un ouvrage contre les élections, mais qui va essayer également de solutionner certains problèmes au sein de la société belge. Alors lui, en pleine crise économique, en pleine crise politique, pardon, crise économique, on y est tout le temps dedans, donc, en pleine crise politique, en fait, cet auteur va se poser la question de savoir, ben, tiens, si nos représentants et nos représentantes politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles et entre eux, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour les citoyens d'avancer sans leurs représentants? Et donc il va mettre en place le G1000. Le G1000, c'est quoi? On va tirer, pas les 1000, mais allez, on va dire, on va tirer au sort les 1000 citoyennes et 1000 citoyens, on va les faire se rassembler autour de différentes tables et on va les faire débattre autour de 3 sujets. Parmi ces 3 sujets, vous avez la sécurité sociale, la répartition des richesses
et l'immigration, qui vont débattre entre eux. On va casser les groupes, on va les faire discuter avec d'autres, on va faire de nouvelles tables. Parfois, on va avoir des questions, on va faire venir un expert. Moi, je ne m'y connais pas du tout en sécurité sociale, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai des questions, ok, on apporte un expert, vous pouvez débattre avec lui, vous pouvez lui poser différentes questions. Ok, d'accord, on refait un tour de table entre nous, on recasse le groupe, on refait. Et à la fin, on va proposer, donc il y a 32 citoyennes et citoyens qui vont finalement rédiger un rapport sur l'ensemble des débats, les différentes propositions qui vont émerger. Et ce rapport, il va être soumis à différentes institutions politiques, à l'ensemble des institutions politiques belges. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il ne faut pas dire pour autant que le G1000 n'a servi à rien. C'est pas vrai. Il ne faut pas dire que le G1000 c'est un échec. Pas du tout. Le G1000, en fait, il a fait des, on pourrait dire entre guillemets, il a fait des petits. Il y a eu des réflexions, il y a des interrogations qui ont été approfondies. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une assemblée participative en communauté germanophone, par exemple, avec des résultats positifs. On se rend compte que des citoyens sont tirés au sort, des citoyennes et des citoyens sont tirés au sort pour débattre. Ils sont encadrés par des citoyens tirés au sort de la session précédente, donc c'est une auto-organisation. On a des propositions qui émergent, qui sont débattues avec des décideuses et des décideurs politiques, et on se rend compte qu'à la fois les citoyens, il y a un rôle pédagogique, il y a un rôle de compréhension, il y a un rôle aussi de mise en machine, de mise en avant de ce que l'on apprend, de comment fonctionnent les institutions, comment faire entendre sa proposition, comment en débattre, etc. Et il y a des retours très positifs aussi de la part des décideuses et des décideurs politiques. Parce que d'un côté, eux, ils sont très contents d'avoir un soutien de la part de la population, ils sont très contents de ne plus être les seuls responsables non plus, on ouvre le débat, peut-être qu'il y a différentes possibilités qui vont émerger, et on va construire des savoirs ensemble. La démocratie participative, c'est pas dire on tire 60 citoyens et débattez sur pour ou contre un marché public sur la place. Non, pas du tout, c'est pas ça. La démocratie participative, c'est dire on a une place, on ne sait pas quoi en faire, on va tirer au sort des citoyennes et des citoyens et ils vont débattre. C'est-à-dire qu'ils vont arriver sans forcément un jugement préconstruit. C'est pas comme un référendum où on vous dit oui ou non et positionnez-vous. Non, on va discuter. Tiens, qu'est-ce qui serait bien de faire ? Peut-être qu'il faudrait une crèche. Ah oui, mais non. Ce serait peut-être bien d'avoir une plaine de jeux. Ah oui. Mais est-ce qu'on ne ferait pas aussi un marché également ? Oui, mais avant de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on n'appellerait pas les chiens des travaux pour voir déjà si on peut creuser ou travailler dans le sol, parce qu'il y a peut-être des conduites, il y a peut-être du gaz, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être qu'un marché couvert, ça coûte des sous. Est-ce qu'on ne demanderait pas aux responsables des comptes de la commune de venir avec le budget qu'on peut avoir ? Ah oui, ok, d'accord. Et finalement, on avance comme ça. On construit ensemble un raisonnement. On n'impose pas sa volonté, on n'impose pas... Parfois, il faut un peu continuer. Mais on construit ensemble un raisonnement et on travaille sur cette place où ça peut être autre chose. Et donc, cette logique, en fait, de la démocratie participative, elle va prendre de plus en plus de place. Je vous l'ai dit, en communauté germanophone, elle existe et il y a des résultats positifs. Ça fait quelques années, ça fait 5 ans maintenant. Donc, il y a des résultats positifs qui émergent, à un tel point qu'on en débat aussi en région wallonne. De faire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une assemblée participative ? En région bruxelloise, une assemblée participative. On a ouvert des articles de la Constitution pour les réviser sur la question également de est-ce que l'on peut contraindre des décideurs et des décideuses politiques. Jusqu'à aujourd'hui, qu'importe une décision prise par des citoyennes et des citoyens, c'est toujours aux politiques d'avoir le dernier mot. Aujourd'hui, avec la révision de ces articles, on peut essayer de changer ça. Je ne vous dis pas que ça se fera, je ne vous dis pas que ce sera génial, etc. Mais il y a ces réflexions qui apparaissent. Cette idée qu'en fait, la démocratie, dans une approche participative ou délibérative, c'est pas que voter une fois tous les 3, 4, 5, 6 ans. C'est aussi s'activer au quotidien. C'est aussi débattre. C'est aussi se rencontrer. Et finalement, ici, on est au NAL. C'est aussi ça, la démocratie. Et il faut peut-être se poser la question de peut-être ne plus avoir cet idéal pouvoir au peuple, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Droits humains, je ne dis pas que c'est pas central, pas du tout. C'est une vraie question aujourd'hui par rapport à leur application au quotidien et à une prise de conscience sur certains phénomènes qui se passent en Belgique. Mais il y a aussi cette question que la démocratie, elle peut se faire aussi tous les jours. Un débat comme on pourra peut-être avoir par après, dans un centre jeune, dans un centre culturel, qu'est-ce qu'on fait de la place, quels échanges on met en place, qu'est-ce que j'apprends de l'autre, comment est-ce que je construis mon savoir avec l'autre, comment est-ce que je pense la collectivité, comment est-ce que je m'investis dans un groupe, qu'est-ce que le groupe me rend, etc. Tout ça, c'est de la démocratie aussi. Et donc, on a une démocratie très locale, très concrète, sur laquelle on peut avoir beaucoup plus de moyens d'agir et de moyens de pression. Et une fois qu'on a confiance avec son environnement immédiat, on peut élargir un petit peu sa sphère d'influence. Et puis on élargit un petit peu sa sphère d'influence. Puis on élargit un petit peu sa sphère d'influence. Et comme ça, on peut se grandir. Et alors,
Par rapport à ça, je voulais vous dire une dernière chose par rapport aux jeunes. Moi, j'ai eu la chance pendant 2 ans d'aller dans différentes classes de Réto, discuter avec des étudiants de Réto sur leur compréhension de la politique. Parfois j'ai pleuré, parfois j'ai rigolé. La politique, pour beaucoup d'entre eux, les partis politiques, les institutions politiques, l'histoire politique belge, ça leur passe complètement au-dessus. Par contre, je suis en totale opposition, et il faut casser tout de suite cette image que les jeunes s'en foutent de la politique. C'est pas vrai. Pas du tout. Moi j'arrivais, je leur disais « Bonjour, on va parler politique ». C'est pas vendeur pour des jeunes de 17 ans. Et ils me regardaient, j'ai rien à dire, j'y connais rien du tout, ou je m'en fous, moi, de la politique. Non, ok. Si tu t'en fous, ça veut dire que pour toi, le monde tel qu'il est, il est parfait. Ah ben non, pas du tout, monsieur, moi je considère qu'il y a des problèmes. Monsieur, et c'était parti. Et en fait, ils parlaient pendant des heures, j'ai dû tous les couper. Ce que je fais, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il faut diviser la politique et le politique. Parti politique, institution politique, entre guillemets, même si j'aime pas ça, politique avec un grand P, comme ça. Non, ça ne les intéresse pas du tout. Par contre, la politique au sens de lutte, combat, lutte contre les inégalités, contre les discriminations, l'égalité homme-femme, le climat, toutes ces valeurs-là, ils en débordent et ils veulent en parler. Sauf qu'ils ont l'impression que les adultes, on leur dit un peu à la Greta Thunberg, finis tes études et après ton opinion sera valable. Ça leur donne pas envie de parler avec nous. Je me mets de nous parce que j'ai appris que jeune, c'est jusqu'à 28 ans. Hein, donc, pour ceux qui espéraient encore, voilà. Donc, cette idée, en fait, c'est que de la politique, ils en débordent. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui ont marché pour le climat. J'ai rencontré des jeunes qui ont réalisé un potager collectif dans leur école. J'ai rencontré des jeunes qui veulent féminiser les noms de classe dans leur école. J'ai rencontré des jeunes, et vous allez le croire ou pas, oui, croyez-le, je ne mentirai pas, mais j'ai rencontré des jeunes qui, par exemple, tirent au sort leurs délégués dans les écoles. Parce que sinon, c'est toujours les mêmes premiers du rang qui sont les faillots du prof qui vont discuter avec eux. Donc en fait, il faut un peu que ce soit tout le monde puisse y aller. C'est incroyable, parce qu'on revient au tirage au sort, on revient à la question du qui nous représente devant les profs. Et tout ça, le climat, la féminisation, la lutte contre les discriminations, le tirage au sort, ça c'est de la politique aussi. Et ça, il y a moyen vraiment d'entrer par là et de discuter avec les jeunes et de les intégrer. Donc quand on dit que les jeunes s'en foutent de la politique ou ne participent pas, c'est parce qu'en fait on regarde les anciens canaux, les anciens critères. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont voter, par exemple. L'abstention augmente. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont membres d'un parti politique. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont membres d'un collectif ou d'une association citoyenne. Par contre, mais ça c'est des critères observables tels qu'on l'a toujours fait. Par contre, de l'autre côté, eh ben, en fait, boycotter Nutella parce que c'est de l'huile de palme, boycotter Coca-Cola parce que c'est Unilever, acheter des produits locaux, ben c'est ça aussi, faire de la politique. C'est de la politique moins visible, moins évaluable. Je ne peux pas dire combien de jeunes ont boycotté ces derniers temps, est-ce que c'est de la politique, etc. Mais c'est difficilement calculable. Mais c'est de la politique aussi. La façon dont on consomme, la façon dont on achète, ce qu'on ne veut plus acheter, c'est de la politique. Prendre le vélo plutôt que l'avion. Il faut jamais prendre le vélo plutôt que la voiture, ouais. Mais oui, combien de fois on prend l'avion? Enfin bon, bref, ça vous m'avez compris. Pourquoi pas, hein, mais... ça aussi, c'est de la politique. Et donc, en fait, il y a toutes ces questions qui existent, même si c'est vrai, ils ont l'impression, certains que j'ai rencontrés, d'être vraiment cassés après les marches pour le climat. Ils se sont dit, on a marché, et qu'est-ce qui s'est passé après? Mais je pense que la question des jeunes et de la politique, on en déborde. On le voit aujourd'hui avec la guerre entre Israël et Palestine. Les jeunes, certains, avec les réseaux sociaux, on peut dire... toutes les bêtises qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais ça c'est une forme de jugement. Il y a énormément de choses intéressantes aussi sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai rencontré des jeunes qui en connaissaient beaucoup plus sur la situation de la Palestine, les Ouïghours, le climat, que moi à leur âge, et que même parfois moi maintenant. Parce qu'en fait, ils ont une quantité incroyable d'informations. La question, c'est comment est-ce qu'ils la décortiquent, comment est-ce qu'ils l'analysent. Mais ils reçoivent cette information et ils veulent en discuter, ils veulent en débattre. Et ça, je crois que c'est une bonne porte d'entrée pour s'adresser aux jeunes. Je dis juste ça parce qu'en fait, on dit souvent les jeunes. Et en fait les jeunes, ils sont incroyables à certains aspects. Il ne faut pas idolâtrer la jeunesse non plus. J'en ai qui m'expliquaient le parti politique, il y a les rouges contre les bleus ils ont perdu, j'ai l'impression que c'était un match de foot. Mais sinon, à côté de ça, il y a vraiment des débats très intéressants qui peuvent exister et qui peuvent entrer en résonance avec nous. Et alors, comme mot de la fin, parce que je vous parle de la démocratie, est-ce que la démocratie c'est qu'un mot finalement?
pas très enchanteur, François. Est-ce que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple? Est-ce que la démocratie, c'est finalement une forme de société avec les droits fondamentaux? Est-ce que la démocratie, ce sont un ensemble d'outils? Mais je crois que finalement, en fait, la démocratie, c'est un petit peu tout ça. Et il faut essayer d'avoir une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus enchantée. C'est peut-être un idéal qui va être compliqué à atteindre, mais ça peut être aussi très concret dans notre quotidien, et c'est en s'enrichissant de différentes actions, manifestations, mobilisations, que l'on peut aussi avancer dans cette démocratie. Et pour vous donner le petit mot de la fin, je reprends une petite histoire de Gaetano Mosca. Un jour, une dame dans une assemblée m'a dit « Mais c'est pas vrai, La Fontaine l'avait déjà dit avant, donc ne m'en voulez pas ». Moi, c'est à travers un ouvrage de Gaetano Mosca que je l'ai lu, qui explique donc avant de mourir, un vieil homme confia à ses fils qu'un trésor était enfoui dans le champ de leurs ancêtres. Ils en retournèrent ainsi toute la terre. Ils ne trouvèrent pas de trésor, mais augmentèrent considérablement la fertilité de leur terrain. Et donc la question c'est, et si la démocratie c'était elle aussi un trésor, finalement on pourrait aussi travailler la démocratie, travailler les définitions, en débattre, et on se rendrait compte que finalement, pouvoir au peuple, ça n'existe peut-être pas vraiment. L'absolu, je ne vais pas finir ce mot parce que ce ne sera pas un bon mot. C'est complètement faux. Mais la sacralisation des droits humains, on peut en rêver, il y a encore plein de débats aujourd'hui, c'est peut-être un horizon qu'il nous faut atteindre, c'est peut-être une optique sur laquelle il faut tendre, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans différents domaines, notamment à la question migratoire, entre autres. Mais en fait, c'est en la travaillant, Et finalement, Gaetano Mosca, ce qu'il nous explique, c'est et si la démocratie n'existait pas, finalement, après tout? Si on ne vivait pas en démocratie, que la démocratie elle était atteignable, eh bien, on aurait quand même réalisé une chose à travers cette soirée. Peut-être que la démocratie n'existe pas, mais les démocrates, eux, ils existent bien. C'est en travaillant les uns avec les autres qu'on peut faire vivre ce collectif. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.